Madame la députée maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre un an après votre prise de fonction à Brignoles. Oui. Quel état des lieux est le vôtre? Alors, au bout d'un an, déjà, les choses sont beaucoup plus sereines pour moi et mon équipe municipale, pour l'équipe municipale et moi. Mais lorsque nous sommes arrivés, effectivement, nous nous sommes rendus compte de la désorganisation importante des services administratifs et techniques. On ne parle que de la ville de Brignoles. Donc on s'est vite rendu compte que le budget n'était pas fait. Donc on l'a fait en catastrophe. Je vous rappelle qu'on a été élu le 4 avril officiellement et qu'il fallait qu'on rende un budget pour le 30 avril. Donc on a fait un budget très vite, rien n'était préparé et on s'est vite rendu compte qu'il y avait un seul mois de trésorerie d'avance. L'endettement, 30 millions d'euros, ce qui est énorme pour la ville de Brignoles. Nous étions rentrés et lorsque nous avons été élus, la première visite du préfet était pour venir nous dire que nous étions dans le réseau d'alerte financier de la préfecture, de l'État. Et qu'on s'est rendu compte qu'on avait un patrimoine immobilier très important, très varié, nombreux, et ça c'est très positif, sauf que ce patrimoine est complètement pas entretenu. Ce patrimoine est notamment dans le centre-ville, dans la vieille ville, qui est remarquable par son histoire, par ses belles façades. La ville de Brignoles est propriétaire de beaucoup d'immeubles qui tombent en ruine. Il y a même des arrêtés de péril, on ne peut plus rentrer. Donc la ville a été laissée à l'abandon, du moins du côté du centre-ville et de la vieille ville. Ça, c'était le premier constat. Donc on s'est mis au travail, bien entendu, on a fait un budget. On s'est mis au travail et ce qu'on a réussi de faire en un an, c'est de stabiliser les dépenses communales, notamment la masse salariale. On est condamné à embaucher personne et à réduire au maximum la masse salariale. La gestion de tout ce qui est fonctionnement, toutes les dépenses, l'eau, l'essence, tout ce qu'on peut dépenser en fonctionnement. Et en un an, on a doublé la trésorerie à force. On a vraiment serré, c'est-à-dire que pendant un an, il ne s'est pas passé grand-chose, sinon des verrouillages de dépenses. Et on a pu doubler la trésorerie disponible. Parallèlement à vos efforts, il y a en plus une diminution de la dotation de l'État. Voilà, à Brignoles, l'État, pendant 3 ans, nous enlève déjà 400 000 euros par an. Ça a un fort impact sur votre quotidien? Oui, bien sûr, ça a un fort impact sur le quotidien parce que cette dotation de l'État, elle est surtout destinée à renforcer les investissements qu'on voudrait faire. Donc là, pour le coup, on se trouve complètement dépourvu. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait par contre également, c'est la chasse aux impayés. Et on a essayé et on a commencé à gérer notre patrimoine. Donc on est en train on a fait l'inventaire de ce patrimoine énorme, c'est une chance, qui appartient à la commune de Brignoles, pour soit le valoriser, soit peut-être le mettre aussi à la vente pour nous faire de l'actif, pour pouvoir continuer à investir partout où il le faudrait. Voilà. Donc on en est là. On en est également à provoquer des mutualisations avec la communauté de communes. Et puis surtout, on a fait un plan d'investissement pluriannuel sur plusieurs années. Voilà. Donc on a essayé de mettre de l'ordre dans tout ça. On a également fait une programmation du centre-ville, un PLH, un plan local d'habitation. Donc on a signé des conventions et on est en train d'essayer parce que l'idée, si on raisonne sur la totalité, notamment de la ville, notamment du centre-ville et notamment de la vieille ville, si on veut tout faire ensemble, c'est pas possible. Donc on a déterminé des périmètres pour pouvoir aller au plus vite.
et pour rendre l'aspect d'une ville, ne serait-ce qu'une ville entretenue. La ville de Brignoles est une ville qui n'est pas entretenue, ne serait-ce que... Si on parle tout à l'heure des ordures ménagères, les ordures ménagères aussi, ça pose un problème terrible à la ville de Brignoles. Donc tout ça, il a fallu le remettre à niveau. Demander aux Brignolais d'être de vrais citoyens, de nous aider, c'est pas évident non plus pour eux, le changement d'habitude. Donc on a essayé de mettre tout ça en œuvre pendant cette année. Alors Brignoles est une ville mal connue parce qu'elle a quand même d'énormes avantages. Par exemple, il y a son bassin de vie qu'on appelle Provence verte. Mais c'est une chance incroyable quand même, d'abord de s'appuyer sur un SCOT et d'une vraie synergie entre les communes, et non pas d'une jalousie comme on peut trouver ailleurs. Alors, la communauté de communes a un rôle très important, effectivement, et c'est un vrai bassin de vie, mais vous évoquez le SCOT, et le SCOT et de la Provence verte est un vrai bassin de vie, un vrai échange dans le territoire. Et Brignoles a la chance dans ce bassin de vie, dans cette Provence verte, d'être une sortie autoroutière. C'est très important. Et si tout à l'heure on évoque les zones d'entreprise de Brignoles, on se rend bien compte que les gens viennent s'installer là parce qu'on est très bien situé par rapport à l'autoroute qui traverse le Var. On est très bien placé géographiquement. Oui, dans ces moyens de transport. Alors, il y a un sujet là qui revient un peu dans l'actualité, c'est la LGV. Oui. Quand ils ont créé la station à Aix, à Arbois, il était à un moment envisagé que la LGV relierait Nice par justement le centre-Var. Par le centre-Var. Votre position sur ce sujet-là, un peu épineux, puisqu'on sait que... Aujourd'hui, c'est autant je me suis battue contre la LGV traversant le vignoble de Bandol, mais aujourd'hui, ce qui est arrêté dans ce tracé, c'est la liaison Marseille-Toulon-Nice par la LGV. Ouais. Donc nous, au centre-Var, on n'aura pas la LGV, c'est clair. C'est ça, à mon avis. Ça aurait pourtant été un moyen de développement conséquent. Oui, mais à l'époque, moi, j'étais pas élue à Brignoles, mais à l'époque, les élus du moment étaient tous contre. Voilà, donc la LGV... Ah, il y a des erreurs historiques qu'on fait. On oublie, mais on a l'autoroute tout de même. Ouais. On a l'autoroute qui est sortie direct dans le centre-ville de Brignoles. Tout à fait. Dès qu'on sort de l'autoroute, on est dans le centre-ville de Brignoles. Et pour la zone d'entreprise brignolaise qui est devenue maintenant communauté de communes, Nicopolis, c'est un vrai atout. Oui, pour le développement économique de votre ville, c'est un vrai atout et sa situation géographique vous permet d'avoir des projets dans les prochaines années, à court terme. Là, à l'instant où nous parlons, j'ai pas de projet à court terme. Les projets à court terme, ce sont uniquement au niveau du quotidien, l'amélioration du quotidien de la ville de Brignoles. Je vous parlais tout à l'heure de la propreté, je vous parlais de la circulation dans Brignoles, la position des parkings, comment relier le centre-ville avec les parkings extérieurs qui sont nombreux mais mal utilisés. C'est la vie dans Brignoles, mes projets. Oui, c'est améliorer le quotidien. C'est améliorer le quotidien. Et on a lancé cette opération de PLH sur le centre ancien et la vieille ville. Alors, néanmoins, Nicopolis, ce qu'on sait mal, c'est que c'est une des zones d'entreprise les plus dynamiques du département. Et là, récemment, on a appris la venue de Sodexo. Oui, et justement, à l'instant où nous parlons, c'est hier que la signature s'est passée avec les responsables de Sodexo. Sodexo et les responsables de Sodexo ont été très clairs. Ils sont venus à Brignoles parce que nous étions placés à cet endroit-là, à la proximité de l'autoroute. Et Sodexo qui s'installe à Brignoles, c'est en dehors de l'investissement. Hier, nous avons signé l'acte de vente, donc ils ont acheté le terrain dans la zone Nicopolis. C'est 30 emplois, c'est 10 000 repas jour qui vont être distribués sur toute la zone de part et d'autre de Brignoles. Mais Sodexo a aussi un autre avantage, me semble-t-il, c'est qu'on avait en face de nous non pas des gens qui veulent faire des choses complètement industrielles, mais on est en pleine réflexion de l'alimentation.
Alors Sodexo sert les hôtels, mais s'agissant de la restauration scolaire, Sodexo s'engage, avec sa venue à Brignoles, de faire travailler tous les producteurs, donc des produits pour employer pour la confection de leurs repas, des produits locaux, des produits de saison et des produits de proximité. Et ça c'est très intéressant parce que dans ce territoire, la Provence verte, dans ce SCOT dont vous parliez à l'instant, il y a encore d'immenses territoires agricoles qui sont aujourd'hui à l'abandon. Et nous sommes en pleine réflexion avec d'autres communes, et notamment celle de Tourves et celle de la Selle, pour faire rejaillir nos terrains agricoles qui aujourd'hui sont abandonnés, pas cultivés, mais qui sont restés, et c'est un tant mieux, qui sont restés dans nos documents d'urbanisme en zone agricole. Donc ça nous permet de réagir là-dessus et de permettre également à des jeunes ou des moins jeunes, des agriculteurs qui veulent se lancer dans le maraîchage, avoir des contrats bien déterminés avec Sodexo notamment ou d'autres. Mais Sodexo va être un gros client qui lui permet d'assurer la récolte, sachant qu'elle va être vendue d'avance, avec des conventions qui seront signées les uns avec les autres. Ça, c'est des contrats privés. Pour vous, l'agriculture doit être prise en compte dans l'aménagement du territoire, du département ? Oui, du département bien sûr, et de notre Provence verte en particulier, bien sûr. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est ce dossier Innova. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors Innova, à l'époque, quand j'avais ma casquette de conseiller général, et dans le cadre de la délégation, puisqu'au conseil général j'avais la délégation de l'agriculture et de la forêt, j'étais l'un des artisans pour la venue d'Innova sur le territoire, parce que j'avais en face de moi la forêt varoise, vous savez bien, appartient pour 80% à des propriétaires privés. Ces propriétaires privés, ils sont pleins de bonne volonté, c'est souvent des petites surfaces, mais néanmoins, ils veulent entretenir leur forêt. Et pour autant, il n'y avait aucun débouché. Parce que la filière bois dans notre département, malgré que nous soyons le premier département de France forestier, depuis que les Landes ont eu leurs problèmes de tempête où tout a été détruit, donc nous sommes le premier département de France en surface de forêt. Cette forêt, elle se régénère, comme toutes les forêts, et cette régénération se fait n'importe comment parce que la forêt n'est pas entretenue. Et nous, par rapport aux Landes, on a un problème particulier qui est celui de l'incendie. Donc on peut mettre des moyens de protection, c'est ce qu'on a fait depuis des années. On se rend compte, et j'espère que cette année ça sera la même chose, où on a moins de feux de forêt. Néanmoins, il fallait organiser cette filière bois. Et Innova, qui était un fort demandeur de biomasse, était très intéressant et les propriétaires étaient et sont complètement d'accord, et des conventions ont été signées avec Innova pour l'apport de cette biomasse à cette usine qui va être opérationnelle à partir de l'année prochaine, sans doute au deuxième semestre de l'année prochaine. Les travaux sont largement entamés à l'heure où nous parlons, ce qui permettait pour les propriétaires d'entretenir leur forêt, sachant que les besoins d'Innova ne couvrent pas toute la génération qu'on a chaque année de cette forêt qui n'est pas entretenue. Donc on est loin parce qu'Innova a été attaqué, nous avons été attaqués en disant qu'on allait mettre nos forêts à mal, qu'on allait tout raser. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc Innova est pour moi celui qui fera que on aura in fine, et tant mieux, et finalement une vraie filière bois dans le département. Une dernière question, si vous le permettez. Vous avez été maire de petit village, vous avez été vice-présidente du conseil général, vous êtes aujourd'hui députée. De tous ces mandats, quel est celui qui vous tient le plus à cœur ? J'ai aimé, vraiment adoré mon passage au conseil général. Au conseil général, j'y suis restée de 1988 à 2014. J'étais la plus ancienne, je pense, aujourd'hui. Et à quelque chose près, je suis la plus ancienne, je pense. Donc acte, j'y suis plus, c'est mon choix,
j'ai décidé de quitter le conseil général à partir du moment où j'ai été élue à Brignoles. Comme tout le monde, je dois respecter la loi du cumul des mandats. Donc j'ai été, pendant que j'étais donc au conseil général, un conseiller général, vice-présidente heureuse dans ce mandat. J'ai adoré travailler avec les agriculteurs, j'ai adoré travailler avec les forestiers et je pense qu'on a avancé, on a fait plein de choses, ça m'a vraiment passionnée. Enfin, c'est un secret pour personne, nous on vous a très souvent rencontrés sur le terrain. Oui, oui, bah oui. Il y avait cette proximité-là Il y avait cette que vous n'avez pas quand vous êtes député. Vous n'avez moins. Si on n'est que député, alors on peut parler après du mandat unique ou pas du mandat unique, mais si on n'est que député, si on a été élu avant, donc on connaît le territoire, donc on a nos points d'attache, bon. Mais si on n'est que député, on n'est pas tout à fait les pieds sur le territoire, c'est pas tout à fait la même chose. Moi je suis pour la proximité. Et donc maintenant, je suis passée à autre chose et je suis devenue maire de Brignoles et je suis encore députée au moins jusqu'en 2017. Je connais certains de vos opposants qui disent de vous qu'un de vos traits particuliers, c'est d'aimer les gens. C'est ça qui... Mais je crois que c'est valable pour tout, à n'importe quel stade. À partir du moment où on choisit d'être élu, il faut aimer les gens. Être élu, ça veut dire... aimer les gens, les rencontrer, les écouter et essayer de leur rendre service. Être élu, c'est ça, il me semble. Eh bien, écoutez, sur ces derniers mots, on va vous souhaiter bon courage et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.